chers enseignants, chers étudiants. Bienvenue à la 9e édition des leçons de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. Cette idée s'inspire de la tradition des leçons inaugurales du Collège de France et on l'a installée depuis l'année dernière. Aujourd'hui, le titre de la leçon inaugurale est la reconstruction après le séisme, défis sociaux et sociologiques sur le temps long. La reconstruction après le séisme, bien au-delà du matériel, pose des problèmes, des défis sociologiques, dont notamment la résiliation de la population, des disparités sociales exacerbées. Et je suis très heureux et honoré de la présence du professeur Zakaria Al-Qaderi, qui est parmi nous aujourd'hui et qui va nous éclairer sur ces points-là et bien d'autres encore. Merci beaucoup, professeur Zakaria Al-Qaderi. Juste un petit rappel de quelques principes des leçons de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. Cette leçon est enregistrée sous forme de vidéo et elle sera diffusée, disponible en entier sur la chaîne YouTube de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. Elle sera également par la suite, si on a l'accord du professeur Zakaria Al-Qaderi, publiée sous forme de livre qui sera présenté lors de la prochaine édition du Salon du Livre 2025. Troisième principe, c'est que la leçon inaugurale ici à la bibliothèque a un cadre solennel. On souhaite à la fin de la leçon garder les réflexions profondes de l'enseignant qui sont partagées par professeur Zakaria Al-Qaderi. Donc il n'y aura pas vraiment une séance de questions-réponses. Peut-être quelques éclaircissements, si possible, d'avoir quelques réponses de professeur Zakaria Al-Qaderi. Sans trop tarder, je laisse la parole à professeur Zakaria Al-Qaderi et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne leçon inaugurale de la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. D'abord, merci beaucoup Khalid pour ton invitation et je suis sincèrement désolé du retard parce que j'ai honte de moi-même d'avoir trop tardé, mais j'étais vraiment hors de moi, hein, donc c'est vraiment pas de ma faute, mais c'est quand même un petit peu chouïa de ma faute d'avoir tardé. Donc je suis vraiment sincèrement désolé, hein. Alors, à l'invitation de professeur Khalid Al-Hayyan, donc on a convenu de cette thématique depuis l'année dernière, mais bon, c'était l'été et du coup on s'était dit à l'occasion un peu d'une année après le séisme, c'est peut-être l'occasion aussi de prendre du temps, je vais dire, juste de partager un peu des ressentis, parce que je ne pense pas que c'est des résultats, mais c'est des ressentis d'un terrain que j'ai conduit collectivement avec plusieurs personnes, y compris les collègues qui sont présents, mais aussi avec beaucoup d'étudiants qui étaient en stage collectif l'année dernière et qui ont poursuivi, certains, dont Soumeya qui est là, qui a poursuivi son mémoire de fin d'études dessus. Du coup, je l'ai intitulé exprès en reconstruction avec un S un peu malicieux, donc pour se dire de quelle reconstruction on parle. Des défis sociaux et sociétaux parce que pour moi c'est tellement triste et une catastrophe, en l'occurrence c'est le séisme, qu'on ne peut pas se détacher des effets sociaux. Sociologiques parce que c'est mon métier et c'est le métier de tous les collègues qui ont travaillé dessus et du coup on ne peut être que dans le temps long, même si on peut observer des choses en action. Et du coup je me suis depuis l'année dernière, à l'occasion de deux séminaires organisés par l'Académie du Royaume, on a parlé beaucoup de reconstruction. Et en partageant le terme avec des collègues de différentes disciplines, pour aller vite, d'accord ? Parce qu'il y en a beaucoup avec qui on a échangé,
que ce soit des architectes, prime abord, que ce soit des ingénieurs du génie civil, que ce soit des sociologues, que ce soit des agronomes aussi. Et du coup, on a beaucoup parlé de cette question de reconstruction, mais quand j'ai cherché un peu sur, je vais dire, classique, en bon étudiant en sociologie, j'ai cherché, je me suis dit, qu'est-ce que serait la reconstruction en sociologie? Et je n'ai pas retrouvé, parce que la construction, on en connaît, on enseigne, on échange, mais la reconstruction, il y a beaucoup de choses qu'on peut ficeler. Mais le terme qui était le plus proche était, bizarrement, dans la socialisation. Et je dis bien bizarrement parce que dans les théories de socialisation, on est là aussi sur le temps long. Si on prend par exemple Jean Piaget qui parle un peu du terme qui est le plus proche, il parle d'équilibration. Donc on est dans une situation un peu désordonnée, on va dire, et on va tendre vers une équilibration. Mais bon, là aussi, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut faire ça. Mais si on enlève le re, on peut tout à fait parler de construction. Il y en a tellement de choses à dire, en tout cas en sociologie, par rapport à ça. Mais je ne vais pas trop m'attarder à ça. Je vais peut-être revenir à l'objet. Le séisme, bon, je vais essayer un peu de faire l'histoire, mais sans faire l'histoire, parce que on l'a tous vécu, en tout cas ceux qui étaient au Maroc ou à l'extérieur du Maroc, mais qui ont suivi la question, ils se sont un peu, je vais dire, familiarisés par rapport au séisme, aux effets du séisme, etc., même si on est une société qui n'est pas préparée à ça. Et d'abord, peut-être, je reviendrai à un premier mot par rapport au séisme du Haouz, parce qu'on parle beaucoup de ce séisme du Haouz, mais en fait, ça ne concerne pas vraiment que le Haouz, parce que le Haouz, c'est d'abord une province administrative qui fait partie d'une région, et le séisme en soi, il a touché 3 régions et une grande ville qui est Marrakech. Donc on est sur une préfecture. C'est important de le signaler parce que si on ne se dit que... je pense que c'est la mienne, non? Ah, ok. Donc c'est juste l'écologie en moi qui a parlé. Hein? Et je dis ça parce que l'étendue de la zone est tellement importante qu'il est difficile de la cantonner à une seule région qui s'appelle le Haouz administratif. On est sur la région du Haouz, la province, sur la ville, mais aussi on est sur la région du Souss, parce que la province de Tel Oudent, c'est la deuxième province qui a été fortement touchée, mais aussi la province de Ouarzazate, et on est sur une autre région administrative. Je reviendrai pour rappeler aussi je vais dire, cette territorialisation administrative. La zone aussi, elle est tellement importante en termes de superficie qu'elle est sur, je vais dire, différents climats. Même si la grande partie elle est sur la montagne et voire la haute montagne, mais on est tout de même sur versant nord du Haut-Atlas, versant sud du Haut-Atlas, pluviométrie elle change. On est aussi sur les plaines et on est aussi sur une ville. Et du coup, l'effet du séisme n'est pas forcément le même. Bref, la région du séisme, on peut l'appeler même le séisme du Haut-Atlas, au lieu de dire du Haouz, elle est tellement importante qu'on n'a pas le droit de l'homogénéiser, en tout cas sociologiquement. Après, les décideurs et les médias peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, pour nous, c'est important pour ne pas l'homogénéiser, surtout si on prend en termes de taille, je pense que la région, elle dépasse un pays comme le Liban. Donc on est vraiment sur une échelle importante. Alors, je vais raconter ça en plusieurs temporalités, si j'ose dire. Et les temporalités en soi, elles sont très perméables. Alors, cette première temporalité, on l'a tous vécu, choqué, etc., y compris en sciences sociales, parce que là aussi, les plus ruralistes d'entre nous, sensibles au rural, sensibles aux gens, sensibles au malheur des uns et des autres, on l'a aussi vécu avec beaucoup de violence émotionnelle. C'était un moment que je caractériserais ici par gouverner un peu et agir en urgence. Elle a connu un peu une première phase dont on parle très peu. C'est la mobilisation des sinistrés eux-mêmes.
avant l'arrivée des premières urgences. C'est des gens qui ont sauvé leurs voisins, sauvé leur famille, sauvé qui ils peuvent. Ça me paraît très très important. On a beaucoup aussi parlé de la mobilisation des Marocains. Je n'en suis pas convaincu étant marié avec une non-marocaine. Donc je ne suis pas très convaincu parce qu'il y en a énormément de non-marocains qui se sont mobilisés. Et du coup, ça me paraît aussi très très important de se rendre compte un peu de ces, je vais dire, ces réseaux de mobilisation de première urgence autour des sinistrés, de leurs besoins. Pour l'instant, on n'a pas vraiment travaillé sur ça, mais les seuls qui ont travaillé sur ça, c'est les journalistes, parce qu'ils ont documenté sur le fait. Donc, et ils étaient dans le feu d'observer et de documenter. Mais les chercheurs, on a juste plutôt observé et suivi. Il y a aussi, par rapport à cette mobilisation, elle renseigne aussi sur d'abord les réseaux qui sont déployés par les sinistrés eux-mêmes et les régions, les populations qui ont été touchées de manière directe par rapport à leur propre réseau qui est en dehors de la zone des sinistrés. Famille, connaissances, sympathisants, tous les gens qui connaissaient ces régions, avant d'avoir aussi une mobilisation générale. Tout le monde se rappelle un peu je vais dire même des voitures qui bloquaient les chemins, etc., où tout le monde voulait partir là-bas pour sauver les gens, mais aussi parce qu'on n'avait pas totalement confiance si on envoie, est-ce que ça va arriver ou pas. Mais ça, c'est une autre dimension. Il y a aussi cette manière de gouverner aussi par la souveraineté. Parce que le moment de la souveraineté me semble important, notamment l'expression de cette souveraineté par rapport à l'extérieur. Le moment où le Maroc a permis certaines délégations de 4 pays, il a refusé tous azimuts, tous les pays, y compris des pays amis qu'on considère politiquement amis, on les a refusés. Et du coup, c'est aussi une manière de gouverner la souveraineté. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus sur le choix de ces 4 pays parce que c'est symbolique aussi. Mais en tout cas, c'était important diplomatiquement, mais aussi une manière d'expression aussi, je vais dire, dans la gouvernance étatique par rapport à un État qui marque son territoire à vouloir gérer l'urgence, à vouloir démontrer qu'il peut gérer l'urgence et de gérer aussi une catastrophe aussi vaste et le maîtriser. Je pense honnêtement qu'en grande partie, on a réussi ce levier, très critiquable aussi, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. Il y a aussi dans ce moment, il y a un moment de ce qui m'intéresse le plus. C'est le moment ce que j'ai qualifié aussi de l'absurde. On a eu vraiment des scénarios, mais complètement à l'ouest, si j'ose dire, de qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'il faut les déloger? Est-ce qu'il faut les relocaliser? Transporter? Même, premier coup, avec l'arrivée de l'armée, on s'est dit, bon, s'il y a l'armée, c'est qu'il y a des cons, parce qu'ils savent faire ça, c'est leur métier, donc on va faire des cons, et on va mettre les gens à l'abri, etc. Pour moi, c'était l'absurde. Et pas que pour moi personnellement, mais pour moi en tant que ruraliste, et pour tous les collègues qui partagent cette vision un peu du rural, et tous azimuts de l'agriculture, etc., on était vraiment choqués. Choqués de se dire qu'un citoyen, dans toutes ses définitions, qui peut être un citoyen non engagé politiquement, qui peut être engagé politiquement, un citoyen qui peut être dans l'administration, un citoyen qui peut être politicien, un décideur. Tous, on a eu des réponses de tous, on les a entendus parfois même avec je vais dire, les médias qui ont repris aussi certaines paroles. Et on s'est dit, qui fais-je? Comment tu vas déplacer quelqu'un qui a vécu là pendant des milliers d'années? Et on a entendu tout, hein. Que font-ils là-haut? Il faut les faire descendre. Comment on va les sauver alors qu'ils sont perchés dans un village, même pas dans un village, une maison là-haut? Bref, on a entendu énormément de choses sur l'inaccessibilité et sur ce pourquoi ces gens qui sont là. Et honnêtement,
ça nous a aussi renseigné sur cette méconnaissance un peu de la société rurale, en général, et sociétés de montagne, en particulier, sur, finalement, on est Marocain, mais on ne connaît pas vraiment le Maroc. Voilà, c'est un peu ça. Et on est même parfois décideur, voire même intellectuel, culturel, etc. Mais on a il y a de l'intelligence pour réfléchir, vraiment en temps de crise. Et ça c'était vraiment quelque chose qu'on a vécu, mais vraiment, Simedé. Et là, il y en a pas mal de gens qui travaillent dans ces régions, qu'on a partagé, on était choqués, vraiment, avec ce mot-là. De se dire, mais il y a tellement de méconnaissances. Et du coup, au lieu qu'on réfléchisse sur le séisme, je te rappelle, la première semaine, on était dans ce qu'on appelle la vulgarisation. On disait aux gens, la montagne, elle se caractérise par ça. C'est ça un doigt. C'était comme si on était dans la première séance de cours de sociologie rurale. Voilà. Donc, vraiment de prendre les gens par la main et de leur dire, il y a le village. C'était vraiment très, très, très pesant pour, je vais dire, scientifiquement et politiquement. Alors, il fallait bien sûr que quelques voix s'élèvent, de part et d'autre, décideurs, journalistes, intellectuels, architectes, énormément de gens, pour qu'on se dise, bon, les populations locales, il faut les écouter, il faut aller dans ce que les gens veulent, d'une manière ou d'une autre. Il y avait heureusement le communiqué royal qui est sorti très vite et qui a un peu fait un rappel à l'ordre, pour dire il faut être à l'écoute de la population. Et c'est à ce moment-là, heureusement, c'est pour ça que j'interpelle le terme gouverner. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, heureusement, et les esprits se sont refroidis un peu. Mais on va voir dans une autre temporalité que finalement, ils se refroidissent, mais ils font ce qu'ils veulent, un peu, derrière. Alors, finalement, qu'est-ce que nous connaissons de ces régions et de ces populations? Je ferai le lien, avec la connaissance, mais en lien avec le séisme. D'abord, le climat, la région, etc. Et deux, c'est l'activité économique. Parce que en montagne, particulièrement plus on monte en hauteur, l'activité économique, c'est une activité agricole. Par région aussi, il y a le greffage un peu du tourisme, qui, notamment si on est dans la région de Tchoubran, etc. Et il y a l'élevage. Mais l'agriculture, elle est sous forme de terrasse, en fait, parce que ce n'est pas l'agriculture de plaine. On est quand on dit dans une terrasse, ça veut dire qu'on est dans un espace qui s'est construit sur plusieurs dizaines d'années, voire plus. Ça veut dire avoir une terrasse qui chute, c'est énormément de travail, c'est énormément de temps, et c'est une construction aussi par rapport à comment on perçoit les dégâts et les terrasses. Il y a aussi la question de l'élevage, parce qu'on a très peu parlé de ça. Simedi, il en parle largement dans son livre sur Umlil, sur le rapport entre l'élevage et l'agriculture, comment les gens ont investi l'arboriculture fruitière par l'investissement privé, puis par les politiques publiques qui ont beaucoup investi. Mais il y a aussi tout l'investissement de l'État dans ce qu'on appelle les conduites d'irrigation et les bassins d'irrigation, qui ont aussi été touchés lourdement dans les zones les plus touchées par le séisme. Et le lien avec ça, c'est aussi le lien avec l'habitat. Parce que très vite, le focus, il va se tourner vers l'habitat. Parce que tout le monde était à l'extérieur, donc naturellement, on a pensé à comment faire que les gens reviennent, ou comment les faire revenir à des habitats. Et on s'est posé beaucoup d'habitats, mais l'habitat aussi, il est multifonctionnel, parce qu'il peut abriter des animaux de différentes tailles, il peut abriter la maison, un lieu de stockage, etc. Donc l'habitat, ce n'est pas que vraiment l'habitat dans l'imaginaire, urbain. Et ce n'est pas une question de superficie. Parce que après, on va revenir dans le temps, le deuxième temps de l'absurde, qui est le temps de l'action, et pas le temps de l'imaginaire. C'est qu'on va
se réduire à une superficie de l'habitat. Je reviendrai tout à l'heure. Il y a 3 autres éléments à connaître aussi de ces sociétés. C'est le rapport à la nature et aux ressources. L'irrigation ne correspond pas à une irrigation que volontaire. Pour faire très très vite, ce sont des droits d'eau. Et qui dit droit d'eau, ça veut dire que c'est des choses écrites, prescrites, héritées, et qui vont être reconnues par les sociétés. Du coup, avoir un droit à l'irrigation, c'est un rapport extrêmement important parce que ça renvoie sur les réseaux sociaux et les règles, je vais dire, communautaires au niveau local. En gros, on appelle ça en sociologie rurale, une organisation sociale autour des ressources, autour de la terre, autour... Là aussi, c'est important. C'est parce que ça renvoie aussi sur mon 4e point, sur cette histoire sociale. Parce qu'on s'est comporté avec ces gens comme s'il n'y a pas une histoire. C'est comme s'il y a une photo. C'est comme si on va aborder ces gens à partir du 7 septembre, le jour du séisme. Et on a oublié que ce sont des sociétés qui ont aussi leurs enjeux, qui ont aussi leurs conflits. C'est une société normale. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, on n'a pas pris vraiment en considération cette histoire, dans l'action aussi. Parce que quand on a imaginé qu'on va les déloger, on croyait qu'on va les prendre, et ils sont tout gentils, on va les mettre dans des bus ou je ne sais pas quoi, et on va les poser quelque part, et tout va marcher. Et on a oublié que ce sont des gens qui ont des relations historiques. Je peux être avec quelqu'un, mais historiquement, j'ai un conflit. Toi, tu ne le connais pas. Du coup, une connaissance à l'écoute, mais qui n'était pas à ce niveau-là. Sans dire, et les expériences, il y en a énormément, notamment autour des barrages, c'est qu'on peut déloger les gens, mais au bout de quelques années, voire même plusieurs générations, ils reviennent chez eux. Parce que c'est cette terre-là qui est dans leur corps. Le 5e point, c'est les questions de mobilité. Dans le Haut-Atlas, depuis déjà un moment, une période, on a ce qu'on appelle une mobilité vers les villes, mais aussi vers les centres urbains qui vont s'agrandir, comme Tahnaout, comme Amzmez, etc., qui vont s'agrandir, qui vont devenir vraiment des petits centres urbains et qui vont drainer un peu l'activité économique au niveau local. Du coup, la main-d'œuvre, elle est scalée, mais elle a aussi migré. Dans certains villages, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui est soit dans les centres, soit dans les grandes villes, voire à l'étranger. Alors maintenant, je voudrais aussi, par rapport à cette connaissance, revenir sur un peu une question classique un peu dans le monde rural mondial, c'est cette question de la multifonctionnalité des régions. Je vais dire que si on prend que ce qu'on appelle les écosystèmes, si on prend que ça, donc il y a une fonction d'abord de vécu, parce qu'on parle de populations qui vivent dans ces lieux, histoire, habitat, affection, revenus, tout ça, même si on veut être très extravagant, dire lutte contre la migration, contre l'exode rural, etc. Il y a aussi une fonction de préserver les paysages, parce que en tant qu'urbain, on va aller dans le Haut-Atlas et tout le monde est ébloui par la beauté des lieux. Mais personne ne se rend compte qu'il y a des gens, des générations qui ont entretenu ces paysages pour que nous, on arrive, on dit waouh et on prend un selfie. Dans certaines écoles de sciences sociales, notamment en économie de développement, on est arrivé même à quantifier le waouh pour dire comment on peut l'utiliser dans les questions de biens économiques. Mais en tout cas, il y a aussi des éléments de protection contre les inondations, les catastrophes, etc. Parce que ne pas entretenir une terrasse, ça veut dire que quand il va pleuvoir, il y aura une érosion systématique, on va le retrouver en bas dans les villes et dans les rivières. Donc être là, ça a une fonction. D'accord ? Donc dans une situation qui se respecte, il faut même payer ces gens pour, on l'appelle aujourd'hui, service écosystémique. D'accord ? Donc ces gens, ils ont une fonction envers eux-mêmes, mais ils ont aussi une fonction de la nation. C'est valable pour la montagne, mais c'est aussi valable pour les oasis, parce que le jour où on ne va pas travailler les oasis, il y aura la désertification qui va arriver en montagne, systématique. C'est le cas déjà dans plusieurs oasis
dans le sud-est du Maroc. Donc il y a cette question de multifonctionnalité qui est centrale et qui, normalement, devait être au centre du développement de cette région touchée par le séisme, et non pas que l'habitat. Alors, venu un peu ce moment que j'appelle ici quoi reconstruire. On parlait, les architectes, ils parlaient de réhabilitation, certains. On parlait de construction. Et bien sûr, il y avait cette distinction dans les aides au logement entre est-ce que vous avez perdu totalement votre habitat ou en partie. Donc si c'est en partie, on parle de réhabilitation, retapage, etc. Si c'est rasé, il faut reconstruire. Donc comment reconstruire? Qui fait? On fait par rapport à ça. Deuxième communiqué du cabinet royal, et il fallait lancer un programme réfléchi, intégré et ambitieux pour la reconstruction et la mise à niveau général des régions touchées. Aussi en termes de renforcement des infrastructures que de rehausser la qualité des services publics. Si on entend ça, c'est qu'on est quand même balèze par rapport à l'avenir, parce qu'on se dit c'est la première fois que la haute autorité de l'État donne de l'importance non pas au bâti lui-même, mais au développement territorial, parce que qui parle d'infrastructures, etc. Donc on s'est dit, réjouissons-nous parce qu'il y a le fond, il y a la volonté politique. Les membres des administrations de différents niveaux et de différentes casquettes, ils étaient en train de suivre les directives, etc. Et je pense que tous on se rappelait un peu de cette mobilisation et même de la retransmission de la mobilisation dans les chaînes publiques marocaines, comment on était fascinés quand même, par des blindés, des hélicoptères, des avions, etc. On s'était dit qu'on est sur la bonne voie, parce qu'on permettait de sauver des gens. Ce n'est pas que par l'État, je dis bien, mais il y avait une mobilisation, citoyenne, parce que dans la sociologie de l'État n'est pas que l'administration, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Alors, il y avait en tout cas l'espoir d'un changement de fond qui est un peu se réconcilier avec ces territoires, les réhabiliter, les moderniser, aller au-delà de la seule construction du bâti. Au niveau, par exemple, de la région de Safi, mais les autres aussi, on a eu une véritable mobilisation sociétale et associative en termes de solidarité. On était vraiment allé très très loin dans les détails parfois. Répondre à des besoins spécifiques, mais qui étaient instantanés. Genre, je prends mon téléphone et j'appelle Simedi parce qu'il est originaire du bled, et je l'appelle, et lui, il se mobilise, il mobilise tout son réseau pour me trouver une solution. Et je peux vous dire que ceux qui ont vécu un peu cette période-là, ils étaient vraiment dans allô, de l'antibiotique, on était vraiment dans ça. Et comment le faire arriver, etc. Donc on était dans d'abord la nourriture, tout le monde l'a suivi. Tout ça, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'aberrations même dans la nourriture. Les gens ont envoyé des yaourts, bien sûr, dans le soleil, etc. Donc il y avait aussi le moment des habits parce que les gens ont laissé leurs habits, etc. Donc il y a aussi des gens qui ont envoyé des talons, comme si les gens marchaient avec des talons en haute montagne. Et on a eu de tout. Mais ça renvoyait sur cette mobilisation qui répondait à des demandes instantanées, mais aussi à la volonté des urbains d'envoyer beaucoup de choses. Il y a aussi le temps important, parce que dès qu'on a assuré plus ou moins la nourriture, on est passé au temps des tentes et de couverture. D'accord? Et je pense là aussi tout le monde a suivi ça, parce que des tentes militaires, des tentes de dons, des tentes artisanales, des tentes faites par les associations, des tentes faites par les gens de Agadir, de Drb Omar, de Tanger, tous les centres un peu qui font les tentes, tout le monde a été mobilisé. Et il y avait aussi le deuxième temps, parce que là, quand je dis temps, on est vraiment, là on est sur 10 jours, à peu près. Et direct, on était arrivé au temps de l'hygiène, des toilettes. Et personne n'y a réfléchi au début, parce que surtout dans des communautés qui ont leurs caractéristiques, les besoins des femmes et des uns et des autres, il faut un lieu
d'intime. Parce que les premières grandes tentes, heureusement que ça ne durait que 48 heures, je pense, les premiers modèles de tentes, c'était les tentes Kaïdal. C'était ça. Comme si tout le douar va habiter dans la tente Kaïdal, entre toutes les générations, femmes et hommes, et enfants, etc. Ça a été vite abandonné, ça ne marchait pas du tout. Et d'ailleurs, dans certains cas, on a repris ces tentes pour en faire les tentes de mosquées. Il y a aussi le moment qui me paraissait très très important et qui reflète aussi ce lien avec l'urbain. C'est le rapport à la santé, les besoins en santé réels, mais aussi l'hygiène de santé. Tout ce qui est couche pour enfants, tout ce qui est serviettes hygiéniques, tout ce qui est médicaments de première urgence, tout ça n'était pas vu, y compris par les acteurs associatifs qui étaient sur le terrain. Après, il y a les éléments un peu de vie. Il fallait reprendre vie très 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 vite. Et même parfois, on est allé trop vite, y compris dans la scolarisation des enfants, avec une telle machin, prendre tous les enfants, les ramener à Marrakech pour... Ça, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on dit, oui, c'est bien, on a sauvé. Mais bon, les étudiants de médecine, ils sont une année, donc on n'a rien perdu, vraiment, une année de grève. Donc, pour les études, qu'est-ce qui est important, honnêtement? Mais bon, ça, c'est moi qui le dis en tant que sociologue, je ne suis pas concerné. D'accord? Donc, je me permets de dire ça. Mais je sais que dans le feu, on est amené à trancher. Mais je me permets aussi de renvoyer sur les effets aussi des actions qu'on mène. Au niveau administratif, il y avait une mobilisation mais extrêmement dense. En ayant suivi un peu le cas de Marrakech, il y avait une réunion présidée par le Wali chaque lundi. Chaque jour de la semaine, tous azimuts, tous les secteurs, tous les services extérieurs, tous les concernés, tous les acteurs qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, étaient autour de la table pour trouver des solutions instantanées. Ouvrir une route, aller vers là, etc. Gérer les conflits. Il y avait énormément de mobilisation sur place. Alors, au-delà de ces moments d'espoir, un peu de, je vais dire, qui étaient, que ça soit autour de la volonté politique, que ça soit de la mobilisation de la société, il y a ce, je vais dire, on revient à la société normale. C'est un peu la courbe. Donc il y a une montée, après on se stabilise un peu, et on revient à la société normale. Société normale, pour moi, c'est les enjeux bureaucratiques, entre l'agence qu'on était censé de créer, je ne sais pas ce que ça en est aujourd'hui, et les différents ministères. Parce qu'à force de ne pas avoir cette fameuse agence, les ministères, ils doivent agir. Et il y a tous les ministères concernés ont envoyé leur commission pour faire le jard, pour faire l'inventaire, etc., sans exception, tous ceux qui étaient concernés. Donc, et bien sûr, on se retrouve avec la bureaucratie normale. Il n'y a pas de mystère. Donc, avec ses bienfaits et ses points négatifs, donc voilà une commission qui va sortir. Donc, il y a des rapports, les rapports, ils doivent monter, il faut les évaluer. Donc, il y a un temps qui est dans la bureaucratie. Il y a aussi les enjeux politiques d'une société normale. Ces enjeux politiques, ils sont un peu de différentes échelles. La première échelle, c'est les communes. Tout le monde a certainement vu les élus locaux à différentes échelles qui se disent, soit qui sont mis à côté par les décideurs de l'administration. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas du tout vrai, parce qu'on a aussi fait appel aux élus, aux communes, etc. Et donc ils étaient tous mobilisés, sans exception. Et il y a aussi les enjeux politiques de qui va assumer les retombées, les effets politiques du séisme. Parce que c'est une question qui demeure aujourd'hui. De toute façon, ça va durer. Donc qui va assumer? Dans un pays politiquement, il y a une reddition des comptes politiques. C'est ça un peu, le jeu de la démocratie, c'est ça. Donc qui va assumer? Est-ce que c'est l'échelle en bas? Est-ce que c'est l'échelle des régions? Est-ce que c'est l'échelle de l'administration, parce qu'elle fait de la politique même sans faire de la politique? Est-ce que c'est l'échelle du gouvernement parce que c'est son mandature? Comment?
sociologiquement, il n'y a aucun acteur qui assume les effets tout seul. Il y a toujours plusieurs acteurs. C'est illogique sociologiquement de dire il y a une personne qui règle tout, qui gère tout, ça n'existe pas en sociologie. Et du coup, il y a forcément des enjeux politiques, il y a une question de reddition des comptes qui est là et qui va demeurer pendant plusieurs années. Il y a dans la société normale actuelle du Maroc, il y a les effets des réseaux sociaux. Et ça, on l'a vu par la modernisation, parce que c'est les réseaux sociaux qui ont permis, y compris WhatsApp, etc., qui ont permis de répondre aux premières urgences. Ça, c'est important, parce que ce sont les groupes WhatsApp qui se sont mobilisés, d'autres qui se sont créés, il y a énormément de choses qui se sont faites. Et du coup, ces réseaux sociaux, ils sont devenus une part extrêmement importante. Par la suite, ça va se décliner dans les aides, dans la manière de décliner les aides étatiques, etc., avec énormément de problèmes, parce que les gens ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique, notamment dans la génération des aînés. Il y a aussi les médias citoyens, y compris les journalistes, ce que j'appelle les journalistes d'instant. Ce journaliste d'instant, il n'est pas formé dans le journalisme, mais il filme et il envoie, il dit voilà, etc. Il prend reportage même où il envoie. Donc ça, c'est le journalisme. Voilà, un instant, il devient journaliste, il fait le job. Et ça aussi, c'est un élément important qui s'est développé, pas par le séisme, mais qui s'est développé beaucoup avec l'histoire malheureuse de l'enfant qui tombait dans le puits. Mais aussi, important de signaler aussi que l'effet de ces éléments combinés, ça entre aussi dans une reprise du réel, mais aussi parfois des choses qui sont pas, qui pour moi, en agronome, je dis de l'hors-sol. Ça veut dire, je viens et je vous dis, mais ça, c'est une bouteille d'eau. Mais oui, c'est une bouteille d'eau, mais tu oublies qu'elle est posée sur une table. Et ça, on ne dit pas, c'est juste une part de la vérité. Donc, l'hors-sol, c'est très dangereux en sciences sociales parce qu'on ne permet pas de situer. Et il y a aussi les fake news. Alors, dans ce sillage de quoi construire, il y a bien sûr les voix qui se sont élevées, y compris dans le discours royal, sur la nécessité d'intervenir du porte-à-porte. Parce que qui dit qu'il faut écouter les gens, les gens n'ont pas les mêmes voix, les mêmes choses qu'ils veulent, les mêmes savoirs, la même histoire. Et du coup, il fallait être au porte-à-porte. Je ne sais pas si cette porte-à-porte, elle signifie les individus ou les familles ou les villages, les communautés, les jma'a, etc. Mais c'est important de le signaler. Donc si on accepte d'aller dans une ingénierie du local, dans le développement territorial, c'est inévitable. C'est inévitable. Ça veut dire que le développement ne peut se faire qu'à différentes échelles. Alors, se pose bien sûr le mot-clé du douar. Le village, qui n'a aucune existence administrative, soi-disant, il a une existence dans les élections parce qu'il représente, etc. Mais il n'y a pas une existence en termes de politique publique, en termes d'échelle. Le seul... institutionnel. Donc, le seul, c'est le Muqaddam qui est fonctionnaire au niveau de... Et l'élu local. Mais en dehors de ça, on n'a pas vraiment... ce n'est pas une échelle qui est institutionnalisée. Alors, c'est important de signaler parce que le Douar n'est pas un quartier. Ce n'est pas une agglomération. C'est aussi une histoire avec ses enjeux, ses ressources, une organisation spatiale. Et du coup, ce n'est ni une utopie urbaine, ni une ingéniosité de la reconstruction. Donc, parce qu'on a assisté à des villages d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce village? On a vu avec Fadma et Sana, on a vu qu'il y avait des villages qui sont loin, partis, et on les a délocalisés. Là, on comprend la délocalisation parce qu'il y a les risques encore. D'accord? Mais dans la majorité des cas, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on va faire de ce village? Comment le construire? Comment artificialiser un village? Donc ça, c'est important qu'il renvoie sur la place un peu du Douar dans le paysage rural marocain et dans l'enjeu politique local. Alors, le moment de l'attente me paraît extrêmement important.
parce que on pensait les tentes dans le temps court, dans l'urgence, mais c'est devenu le temps long, parce qu'il y a encore des gens qui vivent dans les tentes. Et c'est devenu quelque chose auquel on devait s'habituer. Mais nous, en tant qu'observateurs, donc on imagine des gens qui n'ont jamais fait le camping. Comment ils vont vivre? Des gens qui ont été habitués à un espace, d'abord fermé, même si on peut dire communauté, etc., mais l'intime, il est là. Les enjeux de frontières, elles sont là, y compris entre père et fils. Et du coup, qui fait que tu vas vivre dans une tente plusieurs mois, plusieurs saisons? Parce qu'il y a la pluie, il y a la neige, il y a le grand froid, etc. Comment tu vas t'organiser? Et ça, il y a différentes configurations, vraiment, c'est une configuration. Chaque tente, elle a ses caractéristiques. On rentre dans les tentes et on est stupéfié sur la capacité d'organisation et des gens de faire avec ce qu'ils veulent. D'abord, ils ont ramené tout ce qu'on peut ramener des anciennes maisons. Parce qu'on n'imagine pas que les gens vont vivre que dans les... Et du coup, on a confectionné un peu des espaces. On les a confectionnés avec partie pour cuisiner, partie pour se coucher, partie pour recevoir. Et du coup, les tentes n'étaient pas suffisantes parce que vite, on est passé de une tente par famille à 2 tentes par famille, voire plus. Et on est passé immédiatement de 2 tentes par famille à faire une clôture autour des 2 tentes et en faire 2 tentes séparées. Parfois la tente du père et de la maman et la tente de l'enfant marié, etc. Et une partie salon, ou même faire une tente en salon, etc. Il y a énormément de configurations. On a confectionné aussi des équipements pour stocker les dons qui arrivaient. Et tout. Là aussi, j'ai mis la photo en haut parce qu'elle était très très importante pour tous les collègues qui ont visité des sites comme ça, parce que c'est l'ancienne maison qui est encore fonctionnelle. On a de la peur, le temps de la peur, de revenir chez soi. Même si la fameuse commission nous a dit que c'est juste partiel, que vous pouvez habiter. Mais comment habiter dans un lieu pour lequel on n'est plus assuré? Et nos voisins, peut-être qu'ils étaient décédés, donc comment se réconcilier avec un lieu? Mais le lieu, il est fonctionnel. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur, y compris dans le stockage des denrées alimentaires, mais aussi parce qu'on n'oublie pas qu'il y a les papiers aussi à l'intérieur. Souvent, on ne le dit pas, mais il y a les papiers d'héritage, les papiers de propriété, les papiers, etc., des titres, etc., qui peuvent être à l'intérieur. Et du coup, l'enjeu de la maison, il était important. Et du coup, on a gardé un lien très très fort avec l'ancien bâti, y compris émotionnellement, au moins pour se raconter, comment c'était le jour, et ça renvoie sur énormément d'émotions. Faire du terrain sur cette thématique nécessite beaucoup d'émotions. Et alors, il y a aussi la photo en haut, on va faire la douche traditionnelle, le hammam traditionnel, pour être au chaud, parce qu'il faut être au chaud. Et tout en étant aussi à l'abri des regards, à l'abri de la communauté, etc., etc. Certains l'ont fait aussi à l'intérieur, entre les 2 tentes, entourées par une clôture. On a même fait aussi des clôtures sur le lieu où on va étendre le linge, parce qu'il ne faut pas que les gens voient le linge, le détail du linge, etc. Donc toute cette question de l'intime n'est pas que matériel, me voir, mais aussi voir mes objets, comment moi je fais, comment je me déplace dans ma maison, etc. Et bien sûr, il y a une différence très très importante entre des familles qui vont être plutôt dans l'intime, etc., ou des familles qui sont complètement ouvertes dans leur communauté, où les gens entrent, sortent, même sans séisme, etc. Il y a beaucoup de différences autour de ça. Il y a la fameuse parabole qu'on va installer, il y a les abris pour animaux, et il y a aussi cette appropriation de l'espace.
où on va mettre des portes pour les tentes. Il y a énormément de portes, portes en plastique, en aluminium, en métal, fermées à clé, etc. Parce que pourtant, tout le monde sait qu'avec une tente, il suffit de déchirer ou de la pousser et c'est bon. Mais il y a l'espace fermé qui était important. On en a vu énormément de modèles par rapport à ça. Et le temps de la tente, en tout cas personnellement, me marque parce qu'il dure. Et donc on n'est plus dans l'urgence. On n'est plus ni dans première urgence, ni rien du tout. On est dans le vécu sous la tente. Parce que comme j'ai dit, je sais pas, mais pour ceux qui ont fait le camping ou qui aiment le camping, au bout de 2 semaines, on est fatigué. Hein. Mais après, là, il faut vivre avec les enfants, gérer la maison, gérer les autres. Et parfois, on l'oublie. Il y a des gens qui ont, je sais pas, ils avaient une maison de 200 mètres carrés. Et pour eux, c'était petit. Et d'ailleurs, c'était petit, 200 mètres carrés. Parce qu'il y a l'espace ouvert, il y a l'espace des invités, etc. Donc, 200 mètres et on se retrouve dans des tentes de 16 mètres carrés. C'est quand même un sacré changement qui renvoie sur les liens familiaux intra-tentes et les liens familiaux avec ceux qui peuvent fréquenter les tentes et puis bien sûr avec la communauté. Ça ouvre énormément de pistes de réflexion. Alors, comme j'ai dit, fini un peu l'espoir. Donc il y a venu ce moment très symbolique sur la reconstruction pour reloger en urgence. L'urgence était vraiment, quand on parle avec des décideurs, mais avec toute leur bonne foi et leur bonne volonté, il fallait recaser les gens. Il faut que les gens entrent dans le bâtiment. Peu importe comment. Mais il faut qu'ils rentrent dans et on a fait appel à l'ordre des architectes, on a fait appel à des architectes, on a fait appel à énormément de gens pour prendre soi-disant conseil. Mais finalement, on a fini par avoir ces fameux plans qui sont standardisés, qui représentent une superficie plus ou moins standardisée, avec 2 chambres, un salon, etc., en béton. Il n'y a pas de lien entre les reconstructions, etc. Mais du coup, les fameux croquis nous ramènent sur un peu l'ordre des priorités tel qu'on le voit quand on le constate auprès des différents acteurs sur place. D'abord l'habitat, les aides financières qui sont arrivées de façon mensuelle, et aussi les aides au logement. On a donné de l'argent aux gens. Ils ont reçu le système marocain est devenu très efficace pour ça depuis le Covid, pour récupérer les codes, etc. C'était vraiment très bien. Et on a oublié qu'en fait, une fois qu'on va donner les aides au logement, si les gens ne commencent pas l'habitat, ils vont consommer cet argent. Et beaucoup de gens ont consommé leur argent. Ils n'ont pas de quoi construire par la suite. Et on est rentré dans des situations extrêmement tendues. Bien sûr, en tant que décideur, je vais dire, tu n'attends pas tout de moi parce que je t'ai donné l'argent, écoute, c'est toi le fautif. Mais il y a aussi ce temps entre la décision de donner l'aide, recevoir l'aide, avoir le fameux permis d'habitat, et tout ça, c'est des mois. Voilà. Et construire. Donc tout ça, c'est des mois. Et on peut imaginer tous les effets qui sont là. Bien sûr, la priorité de la scolarisation a été, j'en ai parlé. Alors, fini un peu cette prise en compte des spécificités locales. Donc là, on n'était plus dans les savoirs locaux, construire en respectant l'environnement, etc. La seule chose importante, c'était de respecter antisisme, les mesures antisismiques. Ça, parce que la zone est devenue à haute fragilité, etc. Et bien sûr, comment dire, le peu de voix qui vont un peu se lever vont se confronter très vite à la logique administrative, à la logique un peu même de la norme architecturale. Et les sociologues et les architectes qui travaillent sur l'habitat, ils peuvent aussi en parler largement. Est-ce qu'on va construire tout en pisé? Est-ce qu'on va construire tout en pierre? Est-ce qu'on va faire les poutres en béton
et les autres parce que les poutres c'est solide. Pourtant on a énormément de maisons en terre qui tiennent depuis des siècles ou en bois qui tiennent depuis des siècles. Donc on n'est pas dans on est sur autre chose. C'est vraiment ces croquis qui ont pris le dessus, y compris chez les populations. C'est ça ce qui est important. Alors, ce temps-là, il est aussi interpellant parce que finalement, au lieu de restaurer tout un écosystème, tel que j'en ai parlé au début, qui est un écosystème très complexe, parfois à prendre avec ses spécificités locales dans un très très vaste terrain, sans pour autant négliger un peu les changements que vivent les sociétés actuelles, les sociétés rurales. Donc, des changements qui sont sur la main-d'œuvre, parce que si tu veux construire localement, ben, il te faut de la main-d'œuvre qualifiée. Mais la main-d'œuvre, en partie, n'est plus là. Donc, comment la faire revenir? Donc, la main-d'œuvre familiale, la main-d'œuvre, ce qu'elle va faire de l'agriculture. D'ailleurs, à cette période-là, il y avait certaines périodes de récolte et on ne trouvait plus de main-d'œuvre. Il n'y avait plus. D'ouvriers agricoles, il n'y a plus. D'accord? Parce que les ouvriers agricoles peuvent aussi travailler dans le bâtiment, ce qu'ils font généralement. Et du coup, on n'a plus de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, les questions sur les main-d'œuvre, on n'a pas réfléchi à ça. Parce qu'il y avait les moyens de réfléchir à ça. Il y avait moyen de débattre autour de ça, comment encourager les main-d'œuvre à travailler chez eux, moyennant une aide, parce qu'ils ont de l'argent, donc ils pouvaient. Mais on n'était pas allé ni scientifiquement, ni de façon très pragmatique à réfléchir sur ça. Il y a le lien qui, pour moi, intrinsèque avec le territoire. Parce qu'on peut dire exode rural, on peut dire que c'est des villages qui se vident, etc. Mais le lien entre les villages d'origine, il est extrêmement fort. Que ce soit financièrement, que ce soit culturellement, que ce soit de façon identitaire pour faire rapide. Et il y a la place un peu des solidarités. Parce que la solidarité, elle a été documentée. On ne peut que lire les travaux de Simahdi, les travaux de Seracher, etc., sur les types de solidarité dans le milieu rural, etc. Mais il y a des solidarités aujourd'hui qui sont changeantes. Il y a de nouvelles formes de solidarité. Alors, y compris sous l'effet du séisme, parce qu'on a finalement on a très peu travaillé sur ces types de... Comment ces réseaux se sont mobilisés, comment les gens se sont retrouvés dans des zones qu'ils ne connaissaient pas. Et ils arrivaient, ils voulaient aider. Il y a même des jeunes qui sont partis pour aider, ils sont restés plusieurs semaines, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de travaux autour de ça dans les sciences sociales. Alors, pour aller vers la fin, je vais appeler le temps du raté. Parce que finalement, on avait une occasion. Cette occasion de se réconcilier avec un territoire. Je ne parle pas d'une façon poétique, sur la réconciliation. Je parle de façon pragmatique. Donc, pour moi, se réconcilier, c'est de mettre du développement, tout court. Comment on met dans le développement dans un secteur, filière, territoire, sport, etc. Donc, c'était une occasion de réfléchir. Dans la douleur, mais de réfléchir et d'aller vers des services publics adaptés. Une infrastructure adaptée. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas mettre un hôpital dans un village. Plein de gens me disent « Ah, il n'y a pas d'hôpitaux ». Mais il ne suffit pas de mettre un hôpital dans un village parce qu'il n'y a pas de médecins. Aujourd'hui, dans des villes, il n'y a pas de médecins. Il y a des infrastructures. Donc, c'est de réfléchir sur à quelle échelle territoriale on peut agir. Ça, je pense que c'est quelque chose de... En tout cas, au bout d'une année, il n'y a pas ça. Ce développement territorial, un peu dans le... Je vais dire dans la dignité des sinistrés. J'utilise bien ce terme parce qu'on est dans des situations très fragiles, psychologiquement, financièrement, en termes de vécu. Il y a des gens qui ont perdu toute leur famille, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ne dorment pas, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui, quand ils entendent du bruit, ils flèchent. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et du coup, pour moi, ce terme, il est important. Là aussi, pour moi, c'est très pragmatique. Parce qu'on peut agir dans la dignité, en construisant un peu dans ce croisement entre les différents savoirs, techniques, local, administratif aussi, parce que l'administration, elle a aussi un savoir intelligent. D'ailleurs, le premier élément très très intelligent que l'administration locale a fait, c'est de rappeler tous les qaïds, les cheikhs, pas les cheikhs, les pachas, les chefs de cercle qui étaient dans la zone
et qui ont été mutés ailleurs. Ils ont pris un autre commandement, on les a appelés parce que c'est eux qui connaissent les lieux. Donc ça, on a l'intelligence administrative pour eux. Mais du coup, c'est un peu cette articulation entre ces différents savoirs. Et enfin, l'activité économique, parce qu'on a très peu pensé à ça. On a pensé d'abord à l'habitat, comment construire, etc. Mais c'est une zone qui vivait avec l'activité économique. On a très peu échangé autour de la reprise de cette activité économique. Allez, enfin, le temps long de la recherche, parce que tout ça, c'est du temps long, mais pour un chercheur, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Donc, aujourd'hui, quand on regarde, que ce soit les collègues, que ce soit nous-mêmes, que ce soit les étudiants, etc., on a pratiquement pas, ou au moins peu, de sociologues qui travaillent sur les catastrophes. Séisme, il y avait le séisme avant de Hoceima, on a les inondations, on a les incendies, il y a énormément de choses. On a très peu sur les risques, comment vivre le risque, comment vivre dans une maison à risque, une région à risque, etc. Et on a très peu de ça. Cette photo, c'est la photo des étudiants, et on a plusieurs qui sont là, en stage collectif, quand on était parti en janvier, quand on les a accompagnés avec Fadma, Simehdi, il n'était pas là, Younes, Sana, etc. Et on était parti, on sentait comme si... Parce qu'avoir un groupe de chercheurs sur place, c'était quelque chose d'important, aussi bien pour la population que pour nous, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et je pense que c'est sur ce temps long, peut-être qu'il y a aussi des éléments à tirer. Bien, en bon sociologue, je dirais, il n'y a pas un domaine où on fait que casquette catastrophe ou risque. Il y a toujours lié à famille, celui de la famille, celui du développement, celui politique, etc., celui de l'éducation. Il y a énormément de choses, mais ce focus sur les risques et les catastrophes, on a très très peu. Donc on peut critiquer de l'autre côté, mais aussi on peut s'autocritiquer. Voilà, et merci pour votre attention.